vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, nous inaugurons, bonjour, bienvenue à un nouveau partenariat ce matin avec Public Sénat et avec Gilles Leclerc. Bonjour Gilles. Bonjour Guillaume. Et nous sommes ravis de recevoir Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Ce matin, nous sommes évidemment en direct sur nos deux antennes. Alors, évidemment, la première question, c'est de savoir si vous étiez au courant quand vous avez regardé le journal de Claire Chazal hier. Est-ce que vous aviez eu dans ces dernières heures le moindre indice du renoncement de Jean-Louis Borloo? Non, aucun indice. Non, j'ai appris comme tout le monde. Pas de coup de téléphone, rien. Non, mais enfin, c'est pas. D'abord, c'est pas majeur de ne pas être informé 10 minutes avant tout le monde. Et deuxièmement, j'imagine que Jean-Louis Borloo avait autre chose à faire que de me téléphoner pour me dire ce qu'il allait dire à la télévision. Donc, je crois que ce sont des moments importants pour la vie d'un homme. Et je pense que c'est des moments où il s'était certainement d'abord concentré sur son message. Mais si on se pose évidemment ces questions avec Gilles et avec tous les journalistes ce matin, c'est qu'il n'y a pas la trace de la moindre motivation ces dernières heures le concernant dans la presse. On a l'impression que c'est arrivé comme ça au dernier moment, une décision prise samedi, peut-être y a-t-il prévenu Ramayad 30 secondes avant de rentrer sur le plateau. Donc il y a quand même une sorte de mystère sur un renoncement politique. Écoutez, après tous les efforts qu'il a fait pour faire exister le centre. Je ne suis pas fort pour vous aider en psychanalyse. Je peux en revanche vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est une décision qui est en réalité empreinte de beaucoup de sagesse et de responsabilité. Voilà. De sagesse parce que quand on s'appelle Jean-Louis Borloo, quand on a le parcours qui est le sien, il a été l'un des piliers majeurs de notre action gouvernementale, il a été un exceptionnel ministre de la Ville, je l'ai dit d'ailleurs en tant que maire de Meaux bien des fois. On ne peut pas être candidat de témoignage à la présidentielle. On y va pour l'emporter, ou avec des chances sérieuses de l'emporter, ou alors on n'y va pas juste pour dire « je viens porter un bout d'étendard ». Bon. Et je pense que c'était sage de sa part d'en prendre pleinement la mesure. Et je pense aussi que c'est responsable, parce que je vous ai dit un mot sur lui, mais il faut aussi vous dire un mot de notre famille politique. L'élection présidentielle de 2012... On ne va pas ajouter de confusion à la confusion, voilà. Ce qui prouve qu'il existe une confusion quand même. Mais, enfin, écoutez, chacun ses termes. L'élection présidentielle de 2012, en tout état de cause, sera extraordinairement difficile. Pour tout le monde, mais aussi, bien sûr, pour notre famille politique, pour des tas de raisons. À commencer par celles liées à l'ampleur de cette crise mondiale qui conduit forcément beaucoup de nos compatriotes à être inquiets, à douter, à avoir aussi envie de contester, de s'opposer, etc. Et pourtant, moi, ma conviction depuis bien longtemps est que notre famille politique, et Nicolas Sarkozy en particulier, est le seul à pouvoir porter les bonnes décisions dans cette période de crise. Mais vous connaissez que son aventure dans ce contexte-là est quand même assez particulière. Il est sorti de l'UMP, il fonde cette confédération des centres. Par moments, on sentait qu'il était à la limite de la critique, même s'il n'a jamais été formellement un opposant au président de la République. Donc, c'est en cela que je vous dis que c'était aussi une décision d'un homme responsable. Pourquoi? Tout simplement parce que cette candidature pouvait porter en elle le germe de toutes les divisions possibles au sein de notre famille politique avant le premier tour. Et donc un risque d'être exposé à un 21 avril à l'envers. Voilà. Et comme dans ces périodes difficiles, tout est aussi dans l'imprévu, on doit être rassemblés. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, parce qu'il faut parler de la suite. On va en parler justement. Je pense qu'il nous faut maintenant réfléchir aux raisons qui ont pu conduire à ces difficultés. Parce qu'elles ont existé, on ne va pas le nier. Et il nous faut donc en parler. Justement, on va en parler avec Gilles, car je n'ai pas du tout l'intention de le laisser tout seul à l'autre bout du studio. Non, deux petites choses quand même, parce que vous connaissez le climat politique, il y a une violence considérable actuellement, les affaires, les photos, etc. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer un rôle dans sa décision, c'est-à-dire qu'il n'ait pas envie de plonger dans tout cela? Et puis cette question qui se pose aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il a été, entre guillemets, comme on dit dans les services secrets, traité par le président de la République? Non, mais je ne sais pas. Moi, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas parlé avec lui encore. Je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas simplement considérer que parce qu'il a annoncé publiquement qu'il renonçait à sa candidature, il n'y avait plus de sujet. C'est pas vrai. Le sujet existe. Et moi, en tant que responsable de l'UMP, je prends la mesure de tout cela. Je me dis, il y a besoin maintenant de tirer les conséquences des difficultés que nous avons connues. Et ma première réaction est de dire, je tends évidemment la main à Jean-Louis Borloo. Donc vous pouvez le réintégrer à l'intérieur de l'UMP. Non, mais attendez, ça c'est autre chose. Je tends la main à Jean-Louis Borloo, à André Rossino et ceux qui entourent Jean-Louis Borloo
pour leur dire nous devons absolument maintenant nous parler. Il y a un vrai travail de parole à faire pour essayer de comprendre ce qui a pu conduire à ces difficultés et comment faire pour peut-être donner une dimension humaniste, à l'image de ce que j'ai commencé à faire avec Jean Leonetti, qui fait un travail remarquable à l'intérieur de l'UMP, et de voir comment cette sensibilité qui a été constitutive de l'histoire de l'UMP peut continuer d'y contribuer. Gilles. Donc ça veut dire que cette voix centriste, pour vous, elle doit s'incarner à l'intérieur de l'UMP, mais il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre au centre. François Bayrou ou Hervé Morin, pour vous, c'est moins dangereux, entre guillemets, que une candidature de Jean-Louis Borloo? Gilles Leclerc, disons les choses, c'est pas moi qui décide qui est candidat ou qui n'est pas candidat, chacun fait comme il l'entend. Simplement, mon point de vue est que la situation est tellement difficile qu'on ne peut pas se permettre de disperser les candidats à droite et au centre droit. Or, nous avons fait l'UMP pour cela. Alors, j'ai parfaitement entendu que certains disent « nous souhaitons que la voix centriste soit plus entendue à l'UMP ». Je dis deux choses. D'abord, bienvenue. Il n'y a aucun problème pour parler, et pour animer les conventions, pour prendre des positions. Mais ensuite, il faut que ces positions elles soient suffisamment fortes pour être entendues. Et donc, à chacun de faire sa part de travail. Ça veut dire que dans votre discours, cette petite musique centriste, vous allez essayer, vous, en tant que patron de l'UMP, de l'incarner un peu? Non mais moi, à titre personnel, je veille à ce que surtout toutes les sensibilités soient incarnées. Et qu'ainsi, il y ait une liberté totale d'expression. Vous savez, c'est un élément, même si on peut toujours avoir la critique facile, mais qui a été une des marques de fabrique, et qui est une des marques de fabrique de ma fonction de secrétaire général. Veiller à ce que chacun puisse exprimer sa différence, qu'il puisse critiquer, qu'il puisse proposer, débattre. Aucun problème avec tout ça, et c'est d'ailleurs la réalité des choses pour toute la galaxie de l'UMP, de ceux qui sont à la droite populaire, en passant par la droite moderne, les centristes, les pro-européens, etc., les libéraux, les gaullistes, parce que figurez-vous qu'ils ont aussi leur part dans tout ça, j'en suis. Bref, tout ça se fait dans cet esprit-là. Vous avez un peu le sourire ce matin, parce que c'est une bonne nouvelle, au terme quand même d'une séquence, avouez-le, qui était quand même difficile pour vous et votre famille politique. Quand par exemple vous avez vu le socialiste Jean-Pierre Bel monter sur le plateau au Sénat, est-ce que à ce moment-là, vous vous êtes pas fait un peu d'autocritique en disant finalement, on aurait peut-être pu éviter ça? Bien sûr, enfin, on aurait pu éviter. Vous savez, les grands électeurs, les conseillers municipaux, les maires, les conseillers régionaux, ils ont voté. Donc voilà. Pour autant, vous le savez, j'ai été le premier, pour tout dire d'ailleurs, un des seuls à prendre la parole dans mon camp le soir de cette défaite. Pour en prendre acte et pour dire qu'il nous fallait maintenant en tirer un certain nombre de conséquences pour le grand rendez-vous qui est le rendez-vous de la présidence. On vous a un peu accusé d'être indulgent, par exemple, par rapport à des candidatures dissidentes. Non, objectivement, personne ne m'a accusé. Ça a été un peu dit, hein, quand même, non, dans votre famille. Il y a un ou deux membres d'entourage qui se sont égarés pour protéger celui ou celle qu'ils entouraient. Bon, mais ça, c'est leur affaire. Moi, je suis d'abord là pour assumer ma part de responsabilité. Je dis simplement que le but du jeu, c'est de le faire de manière mature. On n'est pas juste là pour chercher des boucs émissaires ou pour penser que c'est une bonne occasion pour régler son compte à tel ou tel. Je pense que ce qui est important dans ces moments-là, c'est de faire œuvre justement de responsabilité et tirer les enseignements de ce qu'on a vécu. Est-ce que pas dire on va flinguer un tel tirer les enseignements, tirer les enseignements. Par exemple, est-ce qu'à Paris, par exemple, fédération UMP importante, est-ce que vous allez tirer les enseignements? Parce que quand même aujourd'hui, il y a des choses à faire. Vous pouvez imaginer. Mais vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite commencé de le faire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai annoncé que j'allais organiser une médiation, ce à quoi je travaille. J'ai vu Philippe Goujon, j'ai vu Jean-François Lamour, je vais voir les maires d'arrondissement. On va rassembler, car le grand problème d'un certain nombre de nos fédérations, c'est qu'avec les années qui ont passé, je parle des fédérations départementales, eh bien, les querelles de personnes l'ont emporté sur l'intérêt collectif. Et c'est à nous, maintenant, de faire en sorte que cela n'arrive pas, parce que ce qui nous rassemble est bien supérieur à ce qui nous divise. Vous avez parlé avec François Fillon aujourd'hui de cette question, par exemple? Vous déjeunez ensemble, non? Nous déjeunons ensemble, absolument. Oui, c'était un déjeuner prévu d'ailleurs de longue date. J'imagine, oui, qu'on va en parler, bien sûr. Mais qui dirige la majorité aujourd'hui? C'est-à-dire dans la perspective des présidentielles, c'est François Fillon qui est
comme l'est le Premier ministre dans la Ve République, le chef de la majorité. C'est vous, c'est Brice Hortefeux qui, semble-t-il, doit être une sorte de directeur de campagne. C'est le maire qui fait le programme. Enfin, on a quand même l'impression, vous l'évoquiez tout à l'heure, d'une certaine forme de confusion. D'ailleurs, Borloo le dit, il ne faudra pas ajouter une confusion à la confusion. Oui, si je peux me permettre, il a dit la confusion, mais il n'a pas parlé spécialement de l'UMP. Et la confusion, elle est liée d'abord, et je me permets de le rappeler, vous êtes des journalistes politiques, mais vous suivez aussi ce qui se passe par ailleurs, elle est d'abord liée à la plus importante crise systémique jamais vécue depuis des décennies et des décennies, et qui explique beaucoup des difficultés que les dirigeants, mais aussi les citoyens, ont à affronter aujourd'hui. Il n'y aurait pas la crise de la dette souveraine qui vient s'ajouter à la crise du secteur bancaire que nous avons connue en 2008. La situation politique occidentale ne serait pas du tout la même. Mais ça, je comprends, mais c'est pas ça qui explique le cavalier seul de Pierre Charon, c'est pas ça qui explique le renoncement. Non mais écoutez, je suis bien d'accord avec vous, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que bon, c'est très 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 important le cavalier seul de Pierre Charon. Non, j'ai pas dit ça. Je suis d'accord, mais je voudrais tellement qu'on remette les choses en perspective. Je rêve que dans les débats politiques que nous avons, on essaie de temps en temps de faire la part des choses entre ce qui relève du quotidien, de telle ou telle querelle entre des hommes qui vivent ensemble des années et des années, puisque la politique, on est les uns sur les autres pendant 40 ans et on est généralement plutôt en assez bonne santé, donc, et puis on ne change pas de métier, donc il y a un peu de lassitude. Vous voyez, imaginez tous les deux, au lieu de passer juste un quart d'heure avec moi, vous passez 40 ans professionnels l'un à côté de l'autre. Il peut arriver qu'il y ait des moments où, vous voyez, ça se tende un peu. Vous y êtes pour rien l'un et l'autre. C'est juste la nature humaine. Mais l'intérêt... Pardonnez-moi d'être direct, mais il fallait peut-être connaissance des... Non mais d'accord, mais je me permets de vous rappeler que je l'ai suspendu et que si je ne l'ai pas exclu, c'est pas parce que je ne voulais pas, c'est tout simplement parce que les statuts de l'UMP ne permettent pas d'exclure quelqu'un. Il faut passer par la réunion du Conseil national. Il n'y avait pas une Conseil national. J'ai donc décidé la suspension immédiate et j'ai d'ailleurs pris mes responsabilités dans ce domaine comme il se doit. Je l'ai fait pour toutes celles et ceux qui avaient choisi d'être dissidents. Ensuite, et pour ceux qui ont gagné cette élection, la question se posera un jour de voir si on les met comme des parias, ou bien si on considère qu'ayant gagné, surtout qu'à Paris il n'y a pas eu de siège perdu, certes la liste officielle n'a pas été intégralement élue, mais les deux autres élus sont dans la majorité. Voilà, pour autant, je ne vais pas faire ça tout de suite, parce que je n'ai pas prévu d'encourager les dissidents à être des dissidents. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez bien apprécié depuis le début ce qui quand même est devenu le succès des primaires à gauche? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur là de... On revient dans la confusion, ça a une vraie erreur politique de l'ensemble de l'UMP en disant ils vont se diviser, ils vont se taper dessus, ça ne marchera jamais. Or ça marche et ils ne se divisent pas pour l'instant. Non mais, encore une fois, là encore, pardon, le problème des primaires, c'est pas de savoir si c'est frais et printanier, de voir 6 candidats. Ça rencontre un certain écho quand même, il y a pas mal de téléspectateurs qui regardent, donc ça veut dire que dans le pays s'intéresse. Gilles Leclerc, moi aussi je regarde, et je le fais avec beaucoup d'attention. Et pour tout vous dire, j'en ressors à chaque fois extraordinairement inquiet. Pourquoi? Ce qui m'importe, c'est pas de savoir si Montebourg a décroché un coup de poing sur tel ou tel de ses concurrents. Il parle des questions de fond, y compris la crise, qui est quand même le problème numéro 1. C'est bien ce que j'allais vous dire. Ce qui m'intéresse et m'inquiète au plus haut point, c'est de voir qu'aucun des candidats de cette primaire, et en particulier les plus sérieux, pardon de le dire, si j'en crois les intentions de vote, c'est-à-dire M. Hollande et Mme Aubry, l'un comme l'autre, sont complètement décalés. Quand vous imaginez que leur débat de la semaine dernière, c'était pour annoncer la nationalisation des banques, le rétablissement de l'autorisation administrative de licenciement, ce qu'on a quand même entendu, et le contrôle des prix, vous vous dites ces gens... C'était plutôt Ségolène Royal et Arnaud Montebourg, pas forcément les autres. Enfin écoutez, moi je suis désolé, c'est quand même venu dans le débat. La nationalisation des banques a été le sujet dont tout le monde a parlé, puisque c'est la grande mode au PS. Bon, s'ajoutant à François Hollande, qui lui nous annonce qu'il va créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, en plus des 300 000 emplois jeunes. 60 000 postes dans l'éducation nationale, c'est 2,5 milliards d'euros au bout de 5 ans. Pardon, ils ont sans doute raison, ils sont formidables, ils sont détendus, c'est moderne, mais le fond du discours, notre rôle à nous est de le dénoncer. Et croyez-moi, lorsque la primaire sera terminée et que le candidat socialiste sera désigné, alors il lui faudra se justifier de toutes ces folies. Merci Jean-François Copé d'avoir été en direct sur nos deux antennes, évidemment Radio Classique et Public Sénat. Merci Gilles, nous commençons un partenariat ensemble et nous en sommes ravis. Nous nous retrouvons demain. Bonne journée à tous les deux. Et vous en avez pour 40 ans. Peut-être.